On va parler de territoire, d'intelligence artificielle et de territoire. Nous avons donc parmi nous Madame Hélène Campourcy qui est présidente du Mantex. Bonjour Madame, présidente de Pink Innov aussi. Nous avons docteur Laurence Vanin, bonjour, docteur titulaire de la chaire Smart City, philosophie et éthique à l'Université Côte d'Azur. Et nous avons également le plaisir d'accueillir monsieur Charles Parlonca, président d'Electromi. Charles Parlonca, bonjour. Une première question, je m'adresse à vous. Intelligence artificielle et industrie 4.0, quelles sont les attentes ? Bonjour et merci de nous donner la parole. Alors déjà, vous avez prononcé industrie, vous avez prononcé 4.0, vous avez prononcé IA. C'est des domaines à chacun déjà qui sont énormes. Alors déjà, pour positionner l'industrie dans les départements rapidement, il faut dire que c'est 7000 entreprises, c'est 55 000 emplois. Et ça génère 8 milliards de valeur ajoutée. C'est à peu près 25% du PIB de la Côte d'Azur, donc ce n'est pas rien. On ne s'adresse pas, quand on s'adresse à l'industrie, effectivement, à une branche anecdotique du département. Ça a un poids considérable. Ensuite, le 4.0. Alors le 4.0, effectivement, pour l'industrie, c'est un véritable challenge parce que plus que jamais, effectivement, nos industries se remodèlent, nos industries se révolutionnent de l'intérieur. Et l'informatique associée à l'IA, bien entendu, sont des vecteurs de développement considérables. Pourquoi ? Parce que ces métiers de l'informatique et de l'IA sont transverses et ils touchent tous les domaines de l'industrie, que de la gestion humaine, de la gestion des ressources humaines, à la gestion des process, au contrôle qualité, à l'ingénierie. Tous les domaines sont touchés aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'est incontournable et c'est dans le plan France Relance 2030, par exemple, ce sujet est très porteur et très encourageant, à la fois pour nos industries, à la fois pour notre territoire et bien entendu pour l'ensemble de tous les acteurs, de nos étudiants, de nos chercheurs qui viennent travailler dans l'industrie et s'associer à notre démarche. Donc voilà, c'est un nouveau visage de l'industrie que nous proposons au travers de l'informatique et de l'IA associée. Et vraisemblablement, ça, comme vous avez pu le constater, l'IA a révolutionné l'utilisation de votre téléphone. Et bien demain, et aujourd'hui on a commencé, l'IA révolutionne effectivement la structure même de nos industries et redessine notre territoire. Peut-être, Charles, tu pourrais donner la parole à Hélène qui pourrait peut-être expliquer comment on accompagne le changement en réalité dans cette industrie. Parce que tu as rappelé effectivement que c'était très important du point de vue des territoires, de toute cette transformation qui est salvatrice parce qu'elle est transverse. Mais il faut accompagner les changements. Et je crois qu'Hélène œuvre à cette problématique-là. Tout à fait. Merci Laurence d'avoir posé la question, merci Charles. Effectivement, quand on parle industrie 4.0, quand on parle IA, on n'en est au fait qu'aux prémices, donc je crois qu'on apprend en marchant. Aujourd'hui, on est en train de découvrir l'ensemble des bénéfices que ça peut apporter dans une industrie 4.0, comment on va équiper en fait les chaînes de production en termes d'industrie, mais au-delà de ça, c'est comment demain les drones, les IoT, les robots vont pouvoir interagir entre eux dans un environnement qui leur est propre. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de réflexions à se porter parce que comme l'a dit Charles, comment ça va faire évoluer aussi l'humain? Parce qu'on pense souvent technologie, installation de ces technologies, mais je crois qu'on a aussi parfois du mal à appréhender quelles vont être les interactions qui vont se passer dans cet environnement avec l'humain et comment l'humain va pouvoir interagir. Alors il y a des études qui sont faites depuis plusieurs années dans des sociétés comme Autodesk par exemple, qui aujourd'hui regardent le comportement de ces machines et de leur évolution face à l'homme. Et puis cette relation homme-machine, il va falloir la développer parce qu'on la découvre au fur et à mesure des problématiques. Alors c'est vrai que aujourd'hui, dans l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle, la capacité à collecter les données pour pouvoir mettre en place des logiques algorithmiques qui vont permettre de faire de la prédictabilité des événements, comprendre, anticiper les dysfonctionnements dans l'industrie, aller chercher des coûts cachés aujourd'hui qu'on ne voit pas, est un enjeu extrêmement important et on en voit bien les bénéfices. Maintenant, ce que les entreprises ont beaucoup plus de mal à appréhender, c'est comment elles vont faire évoluer leur organisation par rapport à ces nouvelles technologies, comment elles vont placer l'humain, parce que ça change effectivement la façon dont l'humain va
interagir avec son environnement, sa position en tant que decision maker, comme on peut dire, hein, comment l'humain va changer aussi de métier, va apporter une nouvelle valeur ajoutée à ce dispositif et se positionner dans une décision qui sera décentralisée par rapport à ce que l'on a connu et une nouvelle forme de valeur qu'ils vont créer. Donc du coup, quand on est dans ces environnements d'industrie, mais je pense qu'on voit la même chose hein, quand on parle d'intelligence artificielle et d'industrialisation dans la Smart City. Aujourd'hui, on rencontre effectivement de nouveaux paradigmes, de nouveaux paramètres qu'il faut prendre en compte et qui changent la façon en tout cas de coopérer. Hélène, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, qui est bien entendu extrêmement pertinent. Et je tiens à préciser une chose, c'est qu'en fait, on se rend compte que l'industrie 4.0, c'est dans ces 4.0, tout un avenir qui se dessine et qu'il faut déjà penser, anticiper. Et la Smart City, qui est un projet de ville intelligente, où tout est relié et normalement, tout est assez agile, on est dans une situation où on anticipe les phénomènes, les catastrophes, la nécessité d'être autonome. Et une industrie est un des pilier fondamental de l'autonomie, à mon avis, d'une ville, et pas seulement un pilier économique, vous l'avez souligné. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on puisse réfléchir à l'université pour ouvrir à de nouvelles formations, parce que tous ces nouveaux métiers, vous l'avez très bien dit tous les deux, s'accompagnent d'un changement de paradigme pour changer les mentalités, pour se préparer à ces nouveaux métiers, à la disparition de certains, à la transformation d'autres. Effectivement, il est très utile et pertinent d'avoir des scientifiques, des chercheurs qui puissent penser ces modèles-là, en dehors peut-être aussi du business model type, de manière à ce que les deux se complètent et se combinent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'industrie 4.0 ? Eh bien que l'IA est partout. Elle va être simplement pour la gestion du personnel et puis pour toutes les organisations. Mais on en retrouve aussi dans toutes les mécaniques, les objets qui nous parlent, les objets qui vont faciliter peut-être le quotidien, mais aussi dans ce rapport objet-machine, quel est cet humain qui va s'approprier l'exosquelette pour moins forcer ? Quel est cet humain qui est derrière le robot ? Parce que bien évidemment, on se retrouve dans une configuration où l'industrie 4.0, moi j'aime à dire avec la chaire Smart City Philosophie et Éthique, il faut penser déjà le 5.0 avec derrière en filigrane le projet peut-être de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose que nous avons tous les mêmes droits, quels droits pour les machines, quel rapport entre l'homme et l'humain, quelle sagesse on va développer au cœur de tous ces modèles qui vont nous transformer notre quotidien, faire évoluer les métiers et faire évoluer les démarches. Ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et je vais d'ailleurs en profiter pour poser la question à Charles. Charles, finalement, vous êtes dans l'entreprise, tu es dans l'entreprise. Et quelque part, ces changements, tu les vis au quotidien parce que tu as bien entendu la responsabilité, la charge du président de l'entreprise. Mais en même temps, tu es dans la modernité puisqu'il faut que tu accompagnes aussi et que tu aies des étudiants qui viennent faire des stages chez toi pour pouvoir se préparer aussi et accompagner le changement et faire évoluer aussi ton entreprise avec ces chercheurs qui viennent chez toi. Oui, bien sûr, c'est tout un écosystème encore. Hein. L'entreprise aujourd'hui, ce n'est plus un acteur isolé, c'est un acteur qui est en interaction avec son territoire, notamment avec la recherche et l'éducation nationale. Et il est vrai que quand on parle d'IA, en définitive, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que l'IA va prendre en charge des tâches que l'humain, enfin en tout cas que l'employé, le collaborateur, ne fait pas assez bien ou ne fait pas avec suffisamment de précision ou alors le fait mais avec des risques. Par exemple, quand on parle du zéro défaut dans l'entreprise, c'est une recherche absolue le zéro défaut parce que c'est la productivité qui est associée aussi. Eh bien, c'est très difficile d'aboutir au zéro défaut si on n'utilise pas des systèmes aujourd'hui d'IA, des systèmes apprenants, des systèmes effectivement qui permettent dans le temps, sans défaillance, d'aboutir à ce zéro défaut. Si on ne compte que sur les humains, on n'y arrive pas. Par contre, la question qu'on se pose, c'est à partir du moment où effectivement ces systèmes, ces robots comme on a chez nous, puisque je vous rappelle que Electronic est une entreprise d'études et de production de cartes et de systèmes électroniques. Nous sommes basés à Montsartou. Nous interagissons d'ailleurs avec pas mal de startups qui sont en présence là aujourd'hui sur ce salon. Et la question que l'on se pose, c'est voilà, les énergies qui vont être libérées, les collaborateurs justement qui trouvent du temps parce qu'ils n'ont plus ces tâches, à quoi effectivement on va les utiliser. Et il y a un véritable enjeu. Je dirais enjeu de virtuosité également, parce qu'il ne vous a pas échappé que dans l'industrie, et je rappellerai que l'industrie, c'est, si vous tournez les yeux, c'est exactement tout ce que vous voyez est issu de l'industrie, tout, en dehors du corps humain, tout le reste
sort de l'industrie. C'est pour vous dire l'importance que ça a dans nos vies de tous les jours. Effectivement, il ne vous a pas échappé qu'avec ce point de bascule en 2015 de l'accord de Paris, nous avons des enjeux colossaux aujourd'hui à mener sur l'impact à la fois de nos industries, mais de nos écosystèmes sur la planète. Donc aujourd'hui, je pense que les esprits qui se libèrent peuvent effectivement collaborer à cet enjeu majeur, à cet enjeu planétaire, associé à l'IA aussi, parce que pour aller ingurgiter l'ensemble de toutes les données qui nous permettent d'avoir une vision cohérente sur l'avenir, il nous faut effectivement aussi des machines et des systèmes. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis, Charles, parce que je suis complètement d'accord. On est dans un monde où on attend à 2025 175 zeta-octets de données. Ce qui veut dire que sans l'IA, on ne pourra pas les traiter. Mais se pose quand même la question, et tu l'as soulevé, de quelle est l'empreinte carbone du numérique. Et quand on voit ce qui arrive avec ce que dit le GERC, je pense qu'il y a des choses qu'il faut effectivement anticiper et voir comment on peut faire. Au-delà de ça, ce qui va être intéressant aussi, si on est purement sur la relation ESG, c'est de voir comment on va pouvoir désiloter les organisations de telle sorte qu'on puisse aller plus loin. Donc, quand on parle d'industrie 4.0, quand on parle d'IA, ça veut dire que déjà, on a une approche à la fois holistique et systémique pour pouvoir faire évoluer l'ensemble des organisations. Et surtout, je pense qu'il faut aussi commencer par du pas à pas si on revient purement à l'humain. C'est-à-dire commencer petit pour apprendre au fur et à mesure, itérer toutes les méthodes qu'on connaît en méthode d'innovation pour pouvoir ensuite industrialiser le système. Et du coup, former les équipes à penser différemment, à utiliser l'ensemble de ces données de telle sorte qu'on puisse être beaucoup plus efficace et productif, tout en étant dans une logique de valeur ajoutée du respect humain. Et je pense que là, il y a un vrai travail d'appropriation en termes de changement des organisations qui est à mettre en œuvre par rapport à ça et à développer dans cette logique-là, mais d'avoir cette approche totalement systémique dans cette relation homme-machine avec l'impact à la fois social, sociétal et bien évidemment environnemental. Alors moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce qu'il faut à un moment donné nuancer tout ça. Effectivement, je considère que l'intelligence artificielle va pouvoir permettre de faire des grandes évolutions, de grandes avancées et faire évoluer toutes les organisations. Bien évidemment, on va faire évoluer les métiers. Il y a des tas de belles choses et il y a un réel enthousiasme et un engouement pour ces nouvelles technologies qui transforment complètement la vie dans l'entreprise, mais aussi dans l'industrie et dans la cité, pour faire plus large la Smart City. Mais ce qui est intéressant et moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est de me demander, est-ce qu'on n'a pas énormément d'attentes aussi vis-à-vis de cette industrie? Est-ce qu'on n'a pas aussi beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'IA? Est-ce que l'IA pourra tenir toutes ses promesses? Parce qu'il faut quand même des ressources. Est-ce qu'on aura suffisamment de ressources pour tout cela? Comment va-t-on penser des solutions à moyen terme pour compenser les manques de ressources que nous aurons peut-être en cours de réalisation? Ça, c'est une des questions que posent les philosophes, enfin la philosophe que je suis. Je m'interroge là-dessus. Et puis aussi, comment... quand ces organisations vont se mettre en place avec de l'IA, comment les hommes vont se réapproprier l'espace dans lequel ils se situent. Parce qu'à mesure qu'on travaille avec des IA, on peut développer un esprit paresseux. Si elle a déjà tout calculé pour moi, elle a déjà préparé cette aide à la décision, eh bien, comment je me positionne, moi, si je dois réfléchir et est-ce que je ne vais pas tout simplement valider, cautionner l'IA sans réfléchir plus que ça? Donc, comment on se positionne avec un esprit critique pour faire évoluer tous ces projets? Et puis, en même temps, bien évidemment, comment l'humain va changer de comportement à mesure qu'il fréquente des IA. Et je crois qu'il y a un impact. Autant, avant, l'industrie, c'est le lieu où on travaillait. Maintenant, c'est un lieu où on a des relations avec des objets qui nous parlent. L'ensemble et des donc, interactions. il y a des interactions qui se modifient aussi. Donc, je pense que la question est importante aussi. Quelles attentes, mais aussi... quelles seraient les non-attentes et surtout quels seraient les risques à trop vouloir tout axer sur l'IA, avec peut-être une volonté parfois de penser que l'IA, parfois, ça ne marche pas. Complètement. Alors, sur l'IA qui ne marche pas, non, je voudrais juste rebondir sur un aspect déjà. Il ne faut pas se tromper non plus, parce que quand on parle de l'IA, on parle aussi beaucoup de dématérialisation. Et il faut savoir que derrière l'IA, il y a du silicium. Donc, ça veut dire aussi que plus on va utiliser de l'IA et plus vous allez avoir des industries derrière qui vont pédaler pour fournir la possibilité que cette IA travaille. Donc vous voyez qu'il y a un cercle vicieux aussi et souvent quand on parle de dématérialisation, on oublie le coût matériel de cette dématérialisation et l'empreinte carbone effectivement de cette IA.
On pourrait presque ajouter aussi autre chose. Tout à l'heure, je parlais de l'industrie 4.0 puis 5.0. J'ai presque envie de dire aussi qu'on va rentrer maintenant avec le métaverse dans la méta-industrie. Et on risque d'avoir des modélisations de showroom ou même d'espaces de travail où on va dans un métaverse. Hein, on est au-delà de l'univers, on est dans un parallèle de l'univers, mais qui est un prolongement d'un monde réel. Comment va-t-on positionner l'industrie dans cet arrière-monde, j'ai envie de dire, un peu comme les philosophes utiliseraient, pour pouvoir ensuite générer de la ressource, réenchanter les écosystèmes et comment en même temps créer de la ressource travail, sachant que ces métaverses, il faut après ensuite, surtout s'il y a de la bitcoin, etc., il faut aussi il faut miner tout ça et il faut des data centers qui nécessitent beaucoup d'énergie. Donc comment penser à moyen terme et voire même à court terme des énergies qui seront moins polluantes pour une industrie 4.0 qui soit aussi désirable parce qu'elle est un vrai confort pour l'humain. Et là, je vais juste rebondir avant de passer la parole à Hélène. Le grand questionnement, d'ailleurs, tu en as parlé, c'est l'énergie également. Et par exemple, aujourd'hui, on rêverait d'une énergie hyper faible en impact. Voilà, imaginons demain qu'on maîtrise complètement la fusion nucléaire. C'est-à-dire qu'avec très peu de matière, on arrive à faire une énergie colossale. Allez, on se plonge dans le film Retour vers le futur. Je suis capable de jeter dans ma voiture une canette, une peau de banane, et avec ça, je fonce et je roule. Donc c'est magnifique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Ça veut dire demain, par exemple, si on fabrique un téléphone qui a 10 fois plus de possibilités et qui consomme 100 fois moins, est-ce que je ne vais pas développer des usages de ce téléphone et un comportement qui va nous conduire effectivement à une vraie catastrophe? Pourquoi? Parce qu'on peut aller encore plus vite et plus fort. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'utilisation de toutes ces avancées. Et c'est là que l'humain a son rôle. Et c'est là que l'humain doit jouer le rôle, enfin, je dirais pas d'arbitre, mais en tout cas, il y a une vraie réflexion là-dessus, quoi. Voilà, parce que sinon, c'est une poursuite en avant. On va faire ce qu'on a fait au XXe et au XXIe siècle, enfin, et au début du XXIe siècle, et je crois que c'est pas ce que demande la population. Je crois franchement que ce qu'on demande, effectivement, c'est effectivement plus de bien-être, plus de confort, mais pas à n'importe quel prix. Et on en mesure bien aujourd'hui les enjeux, et surtout en période électorale, on en mesure encore plus les enjeux, quoi. Notre avenir, vraiment, il est entre nos mains. Il faut savoir ce qu'on fait de tous les deltas que l'on gagne chaque jour. Voilà. L'IA nous aide à gagner des deltas de façon, j'allais presque dire magique et colossale. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on gagne. Voilà. Est-ce qu'on va encore plus loin, plus fort, et on consomme encore plus, ou est-ce qu'avec ce qu'on gagne, on devient un peu plus vertueux, on devient économe, on devient sérieux, on devient sobre, mais une sobriété heureuse, pas une sobriété malheureuse. Personne ne veut changer demain pour un monde moins bon. On veut toujours du plaisir, on veut avoir, dans cette vie, on veut jouir de tout ce qui nous anime. Mais pour cela, il faut quand même passer par une réflexion, j'allais dire humaine, associée à l'IA, mais une réflexion humaine. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'esprit critique. Donc la formation, l'éducation, l'accompagnement ont une importance colossale et dès le plus jeune âge pour avoir les bons réflexes, les bons gestes. Garder l'esprit critique, c'est-à-dire savoir aussi avoir un droit à la déconnexion. Et puis dans l'entreprise, redonner du sens. C'est-à-dire qu'il y a un sens pour l'instant qui est marqué, mais avec ce changement, il va falloir peut-être réorienter j'ai presque envie de dire les points cardinaux de la réflexion et de la vertu. Donc oui, régénérer du sens, comprendre la démarche pour pouvoir non seulement former des esprits alertes et heureux dans cette nouvelle industrie, mais aussi redonner du sens à cette industrie parce que l'homme n'est pas un moyen, c'est pas une finalité juste un homme consommateur. Justement, mais un homme qui pourra être satisfait par le produit de l'industrie et qui pourra s'épanouir dans sa cité et avoir, comme tu le disais très justement, une sobriété heureuse et pas une sobriété qui serait de la frustration. Et donc le monde dans lequel on est, qui fabrique même le superflu, il va peut-être falloir, on sort de la période Covid, repenser les fondamentaux, peut-être qu'il fait plus de sens pour nous, peut-être à un moment donné la sobriété, la considérer aussi comme un moment où on ralentit peut-être pour apprécier mieux les choses. Il faut savoir quand même que la révolution et même l'IA, si on repense à Turing, ça date de 70 ans seulement. Donc on est dans un tel bond en avant qu'il faut aussi laisser le temps aux hommes et aux femmes, bien entendu, d'intégrer ces changements et de pouvoir quelque part mûrir aux objets pour que les objets ne nous façonnent pas à leur image, mais qu'on soit bien les maîtres de ces objets et qu'on oriente vers nos destinées, en fait.
Mais c'est là où je suis d'accord avec toi et que la formation, au final, va être fondamentale parce qu'elle va permettre de savoir aussi prendre la distance nécessaire par rapport à ça, d'où, grâce à l'IA, les scénarios prospectifs, hein, pas un, mais plusieurs, et qui permettent justement de rester dans le décisionnel et de garder la valeur ajoutée qu'a l'humain, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne pense pas comme l'humain, et quoi qu'on en dise, c'est pas des hommes, donc cette valeur ajoutée, il faut qu'on la garde, et pour la garder, c'est aussi l'œil critique que tu évoques, c'est le fait de former les équipes pour être en capacité de le faire, de l'appréhender et de garder leur propre jugement pour prendre eux-mêmes la décision et ne pas se soumettre effectivement aux décisions et de ce qui est proposé directement par l'IA. Aujourd'hui, l'IA n'a pas d'émotion. Et elle on ne sait simule, pas si un jour elle en aura. Elle en simule une émotion par un algorithme, oui. Voilà. Mais l'intérêt, je pense aussi, c'est de rajouter à tout ça la question de l'autonomie. On n'en a pas parlé encore. Totalement autonome. Mais ouais. l'autonomie de l'industrie est importante. On l'a vu ces derniers temps parce que effectivement, tout ce qui est à l'arrêt, quand il y a un problème qui touche et qui impacte tous les systèmes, donc la ville résiliente, l'industrie résiliente, il faudra réfléchir peut-être avec d'autres critères qu'on n'avait pas introduits dans toute la démarche. On avait fait un colloque avec la chaire Smart City Philosophie et Éthique 2 ans avant la Covid. Je pense qu'on avait été un peu, enfin, j'ai pas voulu dire prémonitoire parce que je voudrais pas qu'on ait influencé les astres pour qu'on vive ça, mais malgré tout on était dedans et quelque part on parlait déjà, on évoquait, hein, Charles, pendant ce colloque, on avait déjà évoqué la question de l'autonomie, non seulement des villes, mais aussi des industries, parce que quand on est pénalisé parce qu'on n'a pas les ressources pour pouvoir produire, eh bien tout est à l'arrêt et là c'est presque le drame, j'ai envie de dire. Mais c'est là où les notions d'innovation régénérative vont prendre leur sens et comment effectivement la régénération va permettre à la ville de devenir et sobre et autonome. Oui, et je rajouterais par rapport à cette autonomie aussi qu'il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse. Il ne s'agit pas de se renfermer, effectivement, et de croire que tout ce qui a été fait au travers de la mondialisation est condamnable, parce que s'il n'y avait pas eu de mondialisation, s'il n'y a pas de mondialisation, ben, tout ce que vous avez autour de vous n'existe tout simplement pas. Alors, il existe autre chose, certes, ça je ne peux pas le savoir, mais en tout cas, ce que nous sommes là aujourd'hui n'existe pas. Et donc, on ne peut pas tout condamner, effectivement. Alors, il y a des vrais enjeux encore, effectivement, d'interaction. Moi, je crois, voilà, nous sommes qu'interaction. Les humains, c'est l'interaction. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'IA, c'est un développement extracorporel de notre intelligence. Hein, on peut le voir comme ça aussi. Et il ne faut pas enlever les interactions. Donc, demain, effectivement, on parle de relocalisation. Oui, l'industrie se relocalise, enfin elle se localise aussi. Ça ne sera pas sans mal parce que, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des impacts écologiques, donc il va falloir réfléchir à tout ça et rester suffisamment vertueux. Mais pour autant, il va falloir enrichir nos interactions avec la planète, avec le monde, avec l'Asie, avec les États-Unis. Il faut continuer ces interactions. C'est essentiel, quoi, de continuer, par contre, de façon raisonnée, de façon partagée. Et voilà, on est tous là. Juste pour rebondir sur ce que dit Charles, je partage complètement ce point de vue-là et c'est à la fois raisonné et raisonnable, hein, dans l'essence du terme de sustainability en termes d'innovation. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à innover en termes d'interaction pour apprendre à cohabiter ensemble. Mais en tout cas, on a vraiment besoin de l'IA pour évoluer. On l'a assez démontré, je pense, pendant ces échanges. Et en même temps, de voir le côté bien-être qui est associé et ne pas partir à l'extrême. Donc, quid voilà. De métaverse vraiment demain et de ce qui s'y passera. Moi, pour conclure, je dirais simplement que si effectivement on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'IA, il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup d'attentes vis-à-vis des humains, parce qu'il y a un virage à prendre, il faut que les humains soient présents et qu'ils se servent des IA comme d'outils et pas être les objets de ces IA qu'on nomme comme si c'était des sujets. Déjà. Et puis deuxième point, puisqu'on parle d'environnement et que c'est quand même une des priorités, dire que nous ne sommes pas simplement les citoyens de notre ville ou les citoyens de notre continent, il faut dire qu'on est des citoyens du monde et que l'intérêt c'est justement de considérer que nous avons un droit, une charge d'âme pour les générations futures. Et j'aime à parler des vivants en général parce qu'il y a la place de l'humain, mais il y a aussi la place de toutes les espèces animales, celles qui n'ont pas droit à la parole, mais qui sont là et qui peuvent souffrir aussi de nos débordements ou de nos pratiques ou de nos usages. Donc je pense qu'on a de gros enjeux et de belles choses à faire avec ces IA et que nous avons de grands défis à relever, mais c'est aussi ce qui fera la richesse et la beauté de cette humanité à venir. Voilà, merci à vous. Merci. Merci beaucoup, docteur Laurence Vanin. Merci également, madame Hélène Campourcy et monsieur Charles Palanca. On a bien compris que nous avions besoin de l'intelligence artificielle pour évoluer, mais attention toutefois. Voilà, c'est le message qu'il faut retenir. En tout cas, merci beaucoup. On vous remercie d'être venu nous rendre visite ici en direct sur le stand du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.